La douleur, illusion ou réalité sur un plan philosophique. Je t'ai demandé si c'était sur un plan physiologique et tu m'as spécifié, c'est pour des philosophes, c'est sur le plan philosophique. Et c'est vrai, la douleur pose une question vraiment sur le plan philosophique. Je me rappelle, j'étais jeune, j'avais 18 ans, et mon professeur de philosophie nous avait proposé un sujet de travail. Est-ce que le plaisir, c'est l'absence de douleur? C'est une phrase, je crois, qui était de Platon ou d'un élève de Platon. J'avais réfléchi à cela et j'avais écrit que non, Platon ou son élève se trompait. Le plaisir, c'était vraiment quelque chose qui allait au-delà de l'absence de douleur. Et le professeur m'avait donné une mauvaise note. Et moi, je n'étais pas content. Ça avait créé une douleur pour moi, et pas du tout du plaisir. Et puis, j'ai grandi, et lorsque j'ai été médecin, et que j'ai travaillé dans les soins palliatifs, j'ai vu les personnes qui étaient dans la douleur. Je leur proposais des soins, qui pouvaient être des soins de techniques d'activation de conscience ou des soins de médicaments, et dès qu'ils étaient libérés de la douleur, ils ressentaient le plaisir. Est-ce qu'il y a un lien donc entre la douleur et le plaisir? Pour cela, il faut étudier le lien dans l'autre sens. Est-ce que l'absence de plaisir est de la douleur? Eh bien non, parce que certaines personnes sont dans la douleur avec le plaisir. Exemple des sportifs qui font un marathon, qui sont en train de remporter le marathon ou en train de battre leur record, ils sont dans la douleur. Et en même temps, ils sont dans le plaisir. Des personnes qui aident d'autres personnes et pour cela, ils font des efforts considérables, qui créent des douleurs, mais ils sont dans le plaisir d'aider la personne. Et puis il y a des personnes dans le domaine de la pathologie psychiatrique. Ce sont les sadiques, les masochistes, qui trouvent du plaisir dans la douleur. Alors je pense que sur le plan philosophique, il ne nous faut pas raisonner avec le couple douleur-plaisir. Parce qu'on peut dire tout et le contraire. Et il faut revenir, je pense, sur une réflexion dans le domaine d'un corps qui souffre et qui éprouve de la douleur. Pour nous, nous avons une explication métaphorique. Je cherche, tiens, voilà, je prends ce bâton. Ce bâton, c'est une ligne. Cette ligne, je vais l'appeler la ligne du confort. Toute la vie, notre corps cherche à avancer sur cette ligne du confort. Lorsqu'il avance sur la ligne du confort, notre corps est confortable, notre esprit est confortable, et je dirais notre âme est confortable. Lorsque on n'est pas sur cette ligne, qu'on est en dessous de la ligne, à ce moment-là, on est dans l'espace de l'inconfort. Et c'est là que la douleur apparaît. La douleur sous sa forme physique ou la douleur sous sa forme morale, la souffrance, qui est une douleur aussi, et qui peut être en lien, cette souffrance, avec deux facteurs, le regret, en lien avec le passé, et la crainte, en lien avec le futur. Cette ligne d'équilibre, elle existe sur un plan biologique. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et sans arrêt, tout au long de notre vie, on cherche à garder l'homéostasie. Quand on a soif, on boit. Si on ne boit pas, on va être inconfortable et on va être douloureux. Quand on a faim, on mange.
et ça maintient l'homéostasie. Si on ne mange pas, on va avoir faim et la douleur va apparaître. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans cet espace de l'inconfort, c'est là que se situe la douleur, morale ou physique. Tout notre travail va consister à faire en sorte que la personne qui est dans la douleur monte vers cette ligne du confort. Mais lorsqu'elle est sur la ligne du confort, que se passe-t-il au-dessus? Au-dessus, c'est l'espace du plaisir. Je suis dans le confort, et là, quand je suis dans le confort, à certains moments, je peux connaître le plaisir. Le plaisir, c'est un moment assez court, qui peut être intense, très important, mais ne dure jamais très très longtemps et revient vers le confort. Notre rôle à nous, de thérapeute, ou notre rôle, je dirais, de philosophe aussi, c'est de faire en sorte que la personne sorte de l'inconfort lorsqu'il n'est pas nécessaire pour venir sur la ligne de confort et lui permettre de trouver le plaisir. Pour nous, médecins, on s'arrête à la notion de confort. Lorsque le patient est dans le confort, on le laisse là. Pour le philosophe, la question peut se poser. Est-ce que la fonction du philosophe est simplement de ramener le patient sur la ligne de confort, comme nous le faisons nous, les praticiens, les thérapeutes, ou est-ce que le thérapeute, le philosophe, a la fonction de permettre au patient de monter vers le plaisir? C'est une question importante à laquelle les philosophes doivent réfléchir. Parce que le plaisir, c'est quelque chose d'important. Le plaisir, c'est un moteur qui donne parfois un sens à la vie, qui donne une direction. On peut aller vers le plaisir. Philosopher, c'est un plaisir. C'est le plaisir de connaître. C'est le plaisir de dépasser les barrières de la connaissance, de les explorer et de trouver des éléments qui enrichissent les personnes. Et je pense donc que ça sera peut-être le point principal de ma discussion, qu'il y a une différence entre la fonction du thérapeute, qui lui doit sortir le patient de la douleur, et le philosophe, qui lui doit permettre au patient d'utiliser sa douleur lorsqu'elle est utile et nécessaire. Exemple, les personnes bienveillantes qui font beaucoup d'efforts pour aider les autres et qui sont dans la douleur. Et là, le philosophe leur dira « Accepte ta douleur, parce que ce que tu fais de bon dans la vie, te mettre au service de l'autre, est plus fort que ta douleur. » Ça, c'est le rôle du philosophe, de faire admettre cela. Et le thérapeute, qui jamais ne permettra au patient d'aller spontanément d'aller grâce à lui vers le plaisir, mais qui autorisera le patient à aller spontanément vers le plaisir. Et le philosophe, je pense, qui a peut-être un devoir de entraîner le patient dans une zone de plaisir en lui faisant découvrir la richesse de la philosophie. Voilà en gros, je dirais, mon raisonnement sur le couple douleur, inconfort ou douleur, confort. De l'utilité de la douleur. Dans la thérapie. En thérapie. En thérapie. En thérapie, la réponse, elle est affirmative. La douleur est inutile. Pourquoi? Parce que la douleur, elle place le patient dans cet espace de l'inconfort. Et dans l'espace de l'inconfort, le patient, son corps souffre, son corps se fatigue, son corps s'épuise et son corps risque de mourir. Donc, en thérapie, chez une personne qui est malade, qui est affaiblie, la douleur ne fait que augmenter cette faiblesse. Chez une personne normale, en bonne santé, qui éprouve des douleurs, là, la douleur peut avoir son utilité. Elle peut avoir son utilité dans le domaine de la spiritualité, par exemple.
Dans notre religion chrétienne, certaines personnes recherchent la douleur pour imiter un petit peu la passion du Christ, le calvaire du Christ. Et en faisant cela, ils se rapprochent du Christ, ils se rapprochent de la sainteté. Donc pour eux, la douleur a une fonction rédemptrice qui leur permet peut-être de laver leurs péchés, mais surtout de se rapprocher de la souffrance du Christ et de partager cette souffrance. Il y a peut-être d'autres manifestations qui là aussi chez des personnes saines montrent l'utilité de la douleur. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, des personnes qui font du sport de haut niveau, ils savent que la douleur est là et que la douleur est nécessaire pour arriver à la première place ou arriver à battre son record. À part cela, je ne vois pas d'autre utilité vraiment de la douleur, si ce n'est à ce moment-là que ce sont des personnes qui apparemment sont en bonne santé physique, mais je pense qu'elles ont un petit problème de santé peut-être psychologique ou psychiatrique. L'utilité de la thérapie provocatrice. Cette thérapie qui fait que les mots qui sortent de la bouche du thérapeute vont faire mal au patient. Ça me rappelle des souvenirs. Lorsque j'ai commencé à enseigner en Russie, au début des années 1990, il y avait un Américain qui enseignait à peu près à la même époque que moi. Il venait quelques semaines avant moi et moi j'arrivais après. Cet Américain, il s'appelait Frank Farrelly. Je l'ai découvert aux États-Unis. J'ai appris ensuite qu'il exerçait aux États-Unis déjà depuis 20 ans. Il a commencé au début des années 1970. Moi, je l'ai vu 20 ou 25 ans après le début de sa carrière. Et déjà dans les années 90, aux États-Unis, on ne pratiquait plus sa thérapie provocatrice. Pourquoi? Eh bien, on ne la pratiquait plus à cause de ce que moi-même j'ai observé à Moscou. À Moscou, dans mon séminaire, est venue une personne qui avait bénéficié de séances avec Frank Farrelly quelques mois auparavant. Et cette personne était très profondément perturbée avec une dépression grave qui avait été entraînée par cette thérapie. Cette thérapie, je dirais qu'elle est plus destructrice que constructrice. Quand cette thérapie tombe sur une personne qui est déjà fragile, une personne qui est là dans la dépression, dans l'inconfort de la dépression, et qu'on lui met des mots qui sont difficiles, tu es la plus nulle, tu es moche, tu es idiote, personne ne t'aimera jamais, cette personne descend, 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 et a envie de se suicider. Et aux États-Unis, cette technique a été abandonnée à cause des suicides qu'elle entraînait. Je ne savais pas que 40 ans après, cette technique revenait. En France, elle n'est pas revenue, tant mieux, mais si elle revient dans n'importe quel pays, je n'engage pas les thérapeutes à apprendre cette technique et à l'utiliser. Dans la vie, il faut faire preuve de bon sens et d'humanité. Le bon sens veut que l'on aide la personne et qu'on l'aide avec des mots ou des éléments ou des médicaments qui l'aident et non pas qui l'enfoncent. Et il faut faire preuve d'humanité. L'humanité, c'est être bienveillant, c'est montrer à la personne qu'elle a des qualités, à la personne qui souffre, qu'elle a des ressources, qu'elle a des compétences. Même si elle est pauvre, même si elle est humble, il faut lui montrer que ce ne sont pas des défauts, ce sont des particularités. Et sur ces particularités, on fait monter la personne vers la zone du confort pour la faire sortir de la dépression. Donc ma réponse, elle est catégorique. La thérapie qui fait mal, qu'elle soit provocatrice ou non provocatrice, on ne l'utilise pas. Un thérapeute, c'est un humaniste bienveillant qui doit, avec le sourire, encourager le patient sur la voie du confort, c'est-à-dire du bonheur.